La quatrième émission de la série que le service de la recherche consacre aux hommes, au thème des hommes et des machines, a pour sujet l'intelligence artificielle. Ces termes sont assez étonnants. Une intelligence artificielle, donc en quelque sorte déléguée aux machines, ou que les machines acquerraient, est une chose frappante, intrigante. Je voudrais vous demander, Pierre Aigrin, ce que vous pensez et de la chose et du terme. Bien, du terme d'abord, il a l'avantage de frapper l'esprit, et c'est peut-être pourquoi il est peu utilisé en France, où les scientifiques, peut-être à tort, ne cherchent pas des mots frappants pour décrire leurs travaux. De la chose, le problème posé est extrêmement difficile, parce que si l'on pouvait définir l'intelligence d'une manière opérationnelle, si l'on pouvait trouver des critères qui permettent de dire si une machine, un animal, un homme est ou n'est pas intelligent par des essais systématiques et ne comportant aucune mesure d'arbitraire dans leur interprétation, alors la réponse serait très simple. Nous avons des méthodes logiques, automatiques, qui ne demandent même pas d'intelligence et qui permettent de remonter de ces critères à la structure d'une machine qui le ferait. On pourrait donc, quitte à constater que ça coûte trop cher ou que ça demanderait un trop gros effort, réaliser une machine intelligente. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas de bonne définition de l'intelligence de ce type et qu'on en arrive presque au point où on pourrait dire l'intelligence, c'est tout ce que les hommes savent faire et les machines pas encore. Alors, à ce moment-là, les machines ne sont pas intelligentes par définition. J'aime beaucoup cette formule. Et nos responsabilités d'informateurs nous font aussi mettre le public en garde contre des chercheurs prestigieux qui passent de l'ordinateur à leur avion personnel, comme Fredkin, qu'on verra tout à l'heure. Et c'est le langage qu'il emploie, le langage métaphorique. Quand il dit, par exemple, que les machines vont se parler, moi, je mets en doute, non pas que les machines ne puissent pas échanger des informations, mais dans le grand public, le mot « les machines se parlent » risque d'être un mot faux, ne croyez-vous pas? Effectivement, il risque de donner une mauvaise image, même si l'échange des informations entre les machines peut correspondre à un besoin ou à une nature de communication assez proche de celle que les langages humains assurent entre les hommes. Il ne faut pas pousser les métaphores ou les comparaisons trop loin. Alors de même que certaines expériences scientifiques risquent de donner des idées fausses sur la notion d'intelligence, sur ce qu'est la communication et la parole, nous avons pour finir la fameuse question des banques de données, et là nous touchons aux responsabilités politiques qu'une certaine technologie peut faire encourir à une société. Oui, je pense que le problème d'ailleurs déborde le cadre des machines. Oui. Le problème des possibilités, par exemple, de contrôle policier que fournissent le développement des statistiques appliquées d'une manière très générale est antérieur aux machines. On fait des statistiques depuis bien avant l'existence des machines, et la loi sur le secret statistique en France, qui a précisément pour but et pour effet de protéger le citoyen contre de tels abus, est antérieure au gros développement des ordinateurs. On verra d'ailleurs Melkinov à la fin de l'émission poser ce problème. Dans les précédentes émissions, on a pu voir que la dimension humaine est incommensurable à celle de la machine. On s'en souvient, le plus élémentaire des organismes vivants est infiniment plus complexe que le plus puissant des ordinateurs. Mais c'est toujours par rapport à l'homme que l'on évalue les possibilités de la machine. A l'inverse, en extrapolant les performances déjà stupéfiantes des machines actuelles, on peut se demander si elles seront un jour capables de se comporter comme des êtres humains. La machine, disons un ordinateur,
peut-elle être intelligente, c'est-à-dire analyser et résoudre les problèmes qui se posent à elle, et non plus seulement ceux qu'on lui pose, puis adapter son comportement, c'est-à-dire son action, en fonction des solutions qu'elle a élaborées. Autrement dit, la machine pourra-t-elle réellement un jour simuler le fonctionnement du cerveau humain au point de pouvoir se substituer à l'homme et peut-être même le dépasser? Avant même d'exister, ces super robots soulèvent aux États-Unis des controverses passionnées parmi les nombreux chercheurs qui se penchent sur ce que certains appellent l'intelligence artificielle. D'abord, moi, j'aime pas beaucoup le terme intelligence artificielle. Et pourquoi pas? Parce que je ne crois pas que le produit du cerveau humain soit artificiel. Qu'est-ce que ça signifie, artificiel? Deuxièmement, je vous dirais que, en ce qui me concerne, je crois que ces machines-là sont en train de donner à l'être humain une dimension d'intelligence qu'il n'avait pas avant. Que, à ce point de vue-là encore, ce n'est pas une chose artificielle. Si vous regardez à travers les machines que nous avons eues, d'abord, les machines nous ont donné quelque chose qui a augmenté de façon formidable le muscle humain. Enfin, la façon dont nous avons pu manipuler les grandes masses, que ce soit de la terre, que ce soit le fer, que ce soit n'importe quoi, la mobilité dans une certaine mesure. Après les machines qui, en somme, nous ont donné un nouveau pouvoir au point de vue énergétique, au point de vue mobilité, au point de vue ces choses du muscle, nous sommes arrivés, deuxièmement, aux grandes prothèses du sensorium humain. Les télescopes, les microscopes, même les microscopes électroniques et tout ça. Et puis alors les rayons X, tous. Alors à ce point de vue-là, nous avons développé des sens, nous avons rendu le sensorium beaucoup plus aigu. Et nous avons trouvé qu'on peut trouver au fond de l'univers, au fond du cosmos, des choses qu'avant nous n'avons pas eues. Nous avons eu de l'astronomie radio. Enfin, c'est fantastique. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons les astronomes utilisent les rayons X. Et alors, avec tout ça, avec cette capacité de mouvoir les matières, la capacité de trouver les traces de signaux à travers l'univers, est venue aussi, en même temps, la capacité de pouvoir manipuler l'information, au moins l'information dans un sens technique. C'est de là que sont sorties les machines à calculer et tous ces systèmes-là. Alors, à ce point de vue-là, nous sommes arrivés à un point, aujourd'hui, où l'évolution de l'homme, en tant qu'être biologique, se poursuit à l'extérieur de lui-même. Ces machines-là, c'est l'évolution. Il est vrai, c'est l'évolution qui, enfin, a comme moteur cette découverte, cette chose fantastique de l'évolution biologique, le cerveau humain. Alors c'est une chose très curieuse parce que à travers toute l'histoire de l'univers, pour ces billions d'années, vous direz des milliards d'années, mais enfin, à travers tout ça, l'évolution, ça a toujours été à l'intérieur de l'espèce animale ou n'importe quoi. Mais aujourd'hui, grâce au cerveau humain, grâce aux outils, aux machines que l'homme a créées, nous sommes arrivés à un stade de l'évolution où, dans une certaine mesure, ça a été externalisé, extériorisé. Et c'est encore une des raisons pour laquelle moi, je dis que ce stade de l'évolution, ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine qui doivent maintenant, l'homme et sa machine, les machines de son cerveau, qui doivent coopérer afin de rendre ce stade de l'évolution un stade qui puisse permettre à l'homme de survivre. C'est ça, la façon dont je vois ces choses-là.
Professeur, les hommes et les machines coexistent ensemble depuis fort longtemps. Est-ce que l'existence des ordinateurs change en quelque sorte le rapport entre les hommes et les machines? C'est-à-dire qu'il y a deux genres de changements, si vous voulez. D'abord, il y a le fait que nous avons de nouveaux moyens électroniques qui nous permettront peut-être de construire des robots, si voulez-vous, beaucoup plus subtils, beaucoup plus puissants que les robots mécaniques, des montres, des choses de ce genre. D'autre part, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la possibilité d'utiliser une machine comme un ordinateur nous permettra de faire des calculs extrêmement rapides qui pourront faire agir une machine d'une manière quasi intelligente, si vous voulez. Quand je parle de machines, n'est-ce pas, je ne peux pas les comparer avec l'homme dans ce sens. Je dis elles sont quasi intelligentes dans le sens qu'elles peuvent résoudre des problèmes, quelquefois, qui jusqu'ici ont été seulement résolus par des hommes. Vous dites en quelque sorte qu'une tâche, une fois mécanisée, cesse d'être une tâche intelligente. Bah oui, c'est ça. C'est justement ça. Parce que une fois qu'on a compris comment la mécaniser, il n'est plus besoin d'un être humain pour continuer. Je peux écrire un programme, je peux faire un système mécanique ou électronique. Au fond, c'est ça que l'ordinateur nous permet. Il nous permet de faire des résolutions de travaux à une vitesse électronique, ce qui nous donne une nouvelle dimension. Aujourd'hui, par exemple, on dirait qu'un homme qui compose la musique ou un homme qui écrit des poèmes se comporte d'une manière intelligente, je crois. Si la machine faisait ça, vous ne diriez pas que la machine est intelligente. Mais la machine fait ça. Seulement, elle le fait d'une façon qui est plus ou moins réussie, plus ou moins agréable. Peut-être même le fait-elle fondamentalement dans le même sens que l'homme. C'est-à-dire, prenez par exemple composition de musique. On peut faire un programme qui a étudié les travaux de Beethoven et qui a fait des analyses statistiques sur les suites de notes les plus réussies, les plus communes. Alors on peut demander à un programme de nous sortir un groupe de notes de ce genre, avec quelquefois des nombres aléatoires pour mettre un peu de variété là-dedans. Alors, si vous voulez, vous pouvez dire la machine a composé. D'autre part, cette composition est basée sur une étude superficielle de la musique de Beethoven. Elle n'est pas basée sur le fait que Beethoven lui-même avait une connaissance de la musique beaucoup plus puissante, beaucoup plus complète, et que cette connaissance était aidée dans ses découvertes par des sensations qui venaient de tous ses sens, par la vue, par l'ouïe, par le goût même, que lui traduisait d'une façon que nous ne comprenons pas très bien, n'est-ce pas, en termes musicaux. Jusqu'ici, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire pour le moment des études statistiques de la musique même. Si nous pouvons à un moment certain découvrir exactement comment Beethoven utilisait ses autres sens et ses connaissances passées pour composer la musique, il est concevable de faire un programme qui fera quelque chose du même genre, à condition d'avoir un programme ou un système dans lequel on peut retrouver toutes les entrées, toutes les données qui sont entrées dans la manière dont l'homme les a composées, et en même temps trouver le moyen de les mélanger de la propre façon. Ça nous manque pour le moment, parce qu'on ne sait pas comment conçoit la composition. Pourtant, à Stanford, il y a des robots qui semblent être en mesure de sentir, de percevoir en quelque sorte leur environnement. C'est parce qu'on a réussi à isoler les composantes de l'environnement qui sont capables d'être mécanisées.
Et justement, pour réussir à faire ça, il a fallu simplifier énormément l'univers du discours. On a par exemple des descriptions d'un univers dans lequel on trouve des simples cubes, des pyramides, des sphères, etc. Et même là, il a été extrêmement difficile de sortir les idées principales sur lesquelles on pouvait mécaniser cette perception. Alors vous vous rendez compte, s'il fallait considérer un univers dans lequel, au lieu de ces simples formes géométriques, on avait par exemple un être humain ou quelque chose de très compliqué, il faudrait un programme d'une complication telle que pour le moment, nous ne savons même pas comment le faire. Sans doute même aussi faudrait-il des machines beaucoup plus puissantes que nous avons jusqu'ici. Il est concevable de faire cette extrapolation, mais pas d'une façon très facile pour le moment. Un jeune loup de l'intelligence artificielle, Nicolas Negroponte, 29 ans, d'origine grecque, professeur d'architecture au MIT. J'aimerais vous montrer cet ordinateur qui est particulièrement différent des autres parce qu'il y a beaucoup d'interfaces avec le monde réel, par exemple les pianos, mais surtout ses prises. Et ce qui nous intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est les interfaces entre les ordinateurs et l'homme et le monde réel. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le problème d'architecture où, par exemple, les chambres, les environnements physiques n'ont aucune connaissance ou savoir de qui habite, qui est là. À ce moment, par exemple, cette chambre ne sait pas que nous y sommes. Donc, ce que nous sommes en train de construire, comme exemple, c'est attaché ici dessus, c'est un appareil qui reconnaît les profils pour que ça sera au bord d'une porte, pour que dès qu'on passe, ça sait que, par exemple, c'est Nicolas ou c'est quelqu'un d'autre. Et quand, par exemple, je prends ce roux qui est beaucoup plus facile que mon visage et je le passe lentement devant cette interface, vous verrez tout à coup sur l'écran ici le profil de ce roux qui apparaissent à cause d'avoir passé devant ces cellules photoélectriques. Ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître des gens parce que une application de l'intelligence artificielle sera les environnements qui seront beaucoup plus intelligents concernant nos habitudes et nos besoins. C'est plutôt dans cet esprit qu'on travaille. Quelle est la différence entre cet appareil et la cellule électrique qui ouvre la porte d'un garage pour une voiture, par exemple? Il y a beaucoup de différences parce que la cellule photoélectrique ouvre la porte d'un garage, c'est simplement une cellule qui ouvre pour n'importe qui a l'autre demi. Ça peut avoir des codes ou ça peut être un clé, mais ça ne me reconnaît pas comme moi. Ça reconnaît des codes. Et c'est très facile de reconnaître les gens en leur donnant, par exemple, des clés avec des noms binaires dessus qui peuvent représenter tous les gens du monde avec 31 bits. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de reconnaître, par exemple, par les profils, le poids, la grandeur, l'auteur, utilisant d'une sens les interfaces qu'on utilise entre nous pour se reconnaître. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une machine intelligente, c'est-à-dire qui possède un savoir et pas seulement une mémoire? Vous savez, en vérité, ça n'existe pas, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est quelque chose de plus qu'un outil. Ce n'est pas une question de mémoire et de pas de mémoire, et de connaissance et de pas de connaissance, mais c'est une question de l'évolution, de l'accroissement de la machine dans le sens d'être capable de non seulement prendre des informations en mémoire et faire des transformations, mais d'être capable de s'améliorer. Vous travaillez pour l'instant à essayer d'appliquer les théories de l'intelligence artificielle à l'environnement. Oui. Et il y a certaines personnes qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle qui pensent qu'un jour, l'homme sera remplacé par une machine. Eh bien, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec eux. D'ailleurs, je dois dire que
Je suis un peu d'accord, mais ce qui est différent entre peut-être les travaux que vous voyez dans cette chambre et les travaux d'autre part à MIT, par exemple, c'est que il y a en vérité deux groupes de gens qui travaillent sur le problème d'intelligence artificielle. La première part, on dit que c'est possible de prendre l'intelligence, quoi que ce soit, en bits, en 0 et 1, et de le transférer dans un ordinateur pas plus grand qu'une 360 modèle 50, et que ça soit intelligent. Eh bien, nous, je crois que c'est pas possible de faire dans cette manière. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, un peu comme des enfants, un ordinateur qui puisse peu à peu apprendre, ayant l'accès au monde réel que nous avons au moins. Et que ce ne sera pas une question de transférer d'un seul coup ou d'une dizaine de coups l'intelligence de l'homme à la machine et puis après ça départ et ça nous dépasse, mais c'est une question de donner peu à peu les moyens que les enfants et que même des animaux ont. Quelle est votre définition de l'intelligence à vous? Oh, pour nous, vous savez, nous utilisons beaucoup l'exemple des blagues. Et je crois que le test, s'il y a un test, c'est l'ordinateur qui puisse connaître les blagues. Parce que les blagues, comme exemple, c'est assez bon parce qu'il faut être capable de reconnaître les sens des métaphores en contexte. Et c'est une fonction d'intelligence assez simple de dire, mais très difficile d'émuler dans les ordinateurs. Mais on m'a déjà demandé plusieurs fois si Einstein n'a jamais rié aux blagues, est-ce qu'il ne sera pas intelligent? Vous savez, il y a des réponses assez... Est-ce qu'il y a une machine qui aujourd'hui est capable de reconnaître une blague? Oh, pas du tout. Pas du tout. Ça sera une cinquantaine d'années au moins. C'est loin, c'est difficile. Et c'est surtout un problème d'être capable de reconnaître le contexte. Par exemple, si vous prenez un blague en français, on le traduit en anglais, ça ne sera pas très drôle. Parce que le contexte de votre culture et de la mienne sont tellement différents que j'apprécie pas ou je ne peux pas reconnaître le sens de vos métaphores et donc de vos blagues. L'année dernière, vous avez envoyé à tous les prix Nobel une lettre en leur demandant, entre autres questions, s'ils seraient d'accord pour qu'un prix Nobel soit décerné à un robot. Oui, on a bien fait ceci, mais ce n'était pas seulement les gens qui ont reçu les prix Nobel, mais c'était tous les gens politiques aux États-Unis, c'était tous les unions, c'était tous les groupes d'églises, il y avait plusieurs, les 100 plus grandes compagnies, les 100 gens les plus riches. On a envoyé quelque chose comme 40 000 lettres aux gens en leur demandant leur opinion concernant la présence des robots et des machines intelligentes. Et ce qui était intéressant, c'est des 100 gens les plus riches, aucune n'a répondu. Et des gens qui ont gagné les prix Nobel, le 50% l'ont cru comme blague, et l'autre 50% ont dit que c'était un problème très important. Les unions, ils n'ont pas répondu. Les compagnies n'ont pas répondu. Mais ce qui est important, c'est les églises qui ont répondu. Il y avait quelque chose comme 500 lettres envoyées et 494 ont répondu. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'ils ont dit que ça ne fait rien. Si l'intelligence artificielle existe et s'il y a par exemple des robots dans ce monde, mais ce qui est important, c'est s'ils ont une conscience de leur existence, s'ils ont une self-conscious. Je me permets de vous demander, professeur, comment vous avez répondu au questionnaire envoyé par vos collègues à MIT sur le sujet des robots. Je crois qu'ils ont demandé dans ce questionnaire, seriez-vous d'accord si on voulait donner un prix Nobel à un robot qui avait fait une découverte importante? Je n'ai pas lu. Ici, je l'ai reçu et ça est allé dans la poubelle avec la plus grande partie de mon courrier. Mais probablement, j'aurais dit que ça n'a pas une grande importance. Si le robot avait fait une grande... et si on voulait lui donner un prix Nobel, je n'y aurais rien
de mauvais, après tout. Est-ce que la Le prix biologie... Nobel, ça ne veut pas dire beaucoup. Nous avons énormément de gens ici qui s'amusent à poser des problèmes auxquels c'est très difficile de répondre. Je crois que, en ce qui concerne les prix Nobel, il faudrait quand même qu'il y a là un acte créateur que, pour le moment, on ne pourrait pas facilement imaginer que les machines actuelles puissent fournir. N'empêche qu'aujourd'hui, la plupart des prix Nobel dans le domaine de l'expérimentation sont donnés à des gens qui n'ont pas fait ça avec leurs mains et leur cerveau nus. Ils ont déjà été aidés par des machines toutes puissantes dans le domaine de ce que eux, ils voulaient trouver. De sorte que on peut très bien s'imaginer qu'à l'avenir, le rôle des machines robotiques ou autres deviendra de plus en plus grand. L'homme deviendra le chef d'orchestre d'un orchestre de machines. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus probable que ce sera que le premier violon auquel est décerné le prix Nobel soit un robot. Ce sera toujours donné au chef d'orchestre, non pas à ceux qui ont un répertoire limité. Je suis très convaincu que c'est non seulement possible, mais c'est désirable, on dit, que des machines soient plus intelligentes que nous, mais je ne crois pas que ça arrivera dans des paquets comme des robots qu'on voit dans les comics ou les cartoons. Ça sera quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus doux, ça sera beaucoup plus... ça arrivera dans notre vie quotidienne, pas comme les machines de télévision, de radio, et tout à coup on aura une autre machine, cette fois-ci ça sera une robot, mais ça sera des applications beaucoup plus transparentes et apparaîtra dans beaucoup de nos affaires quotidiennes. Et que deviennent les hommes à ce moment-là? Mais ce n'est pas une question de que deviennent les hommes si, par exemple, il existe la notion d'intelligence artificielle. Par exemple, à ce moment, je ne cours pas, je ne suis pas le plus vite coureur, ou je ne cours pas aussi vite que le monsieur qui court le plus vite dans le monde, et ça ne m'ennuie pas tellement que, par exemple, il y a d'autres qui courent plus vite que moi, ou qu'il y a d'autres qui sont plus intelligents que moi, et je crois qu'on fait des erreurs si on fait l'association entre des mauvaises machines qui feront pour nous du mal, etc., s'ils sont simplement intelligents. Je crois que d'une sens, le paradoxe, c'est exactement le contraire. À ce moment, nous sommes un peu oppressed, je ne sais pas comment on dit ça, Oppressés par les machines qui ne sont pas intelligentes. On reçoit ces stupides notes et factures de téléphone et de gaz qui ont terreur, et on nous envoie des lettres par ordinateur. Je trouve que c'est une oppression beaucoup plus sévère que l'intelligence artificielle. Qui ne changera pas la vie de l'homme. Non, ça sera une amélioration assez importante. Je peux vous montrer un tout petit exercice. Ça sera possible dans quelques mois d'avoir une centaine, 200, peut-être 300 mots sur disque, et ça sera possible que l'étudiant ou le chercheur en programmation pourrait incorporer dans ses programmes le voix humain comme mode de communication entre l'utilisateur et le programme qu'il a écrit. Donc c'est une relation absolument directe entre l'homme et la machine, sans passer par un langage machine spécial. Sans passer, par exemple, par des textes et des teletypes, c'est des choses qui sont très embêtantes. Essayons. Notre programme. On dit bonjour. Et puis on essaye maintenant. On dit bonjour.
Et c'est simplement que une phrase si compliquée que c'est pas comme un enregistreur ou un bande magnétique qu'on a chez soi, mais il y a des computations qui essayent d'analyser, de trouver, de séparer les mots et de mettre sur disque ou sur bande magnétique. Mais comment expliquer à des gens qui ont peu de connaissances sur l'intelligence humaine et sur le fonctionnement des ordinateurs ce qu'est l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est très difficile. Et c'est difficile parce que, normalement, on confond la notion d'intelligence et la notion, par exemple, d'éducation. On nous dit comme gosse et comme enfant, si tu vas à l'école et à l'université, tu seras intelligent. Mais on oublie que l'intelligence, le phénomène d'intelligence, c'est quelque chose qu'on a à 2, 3, 4... On arrive avec cette habilité. Je crois que c'est très important que vous savez que nous sommes vraiment au commencement de ces travaux. La notion d'intelligence artificielle est très jeune. C'est jeune non seulement parce que nos ordinateurs ne sont pas très sophistiqués, ils sont d'une sens très naïve, technique, et la façon de computation est très simple, mais c'est aussi important que vous savez que notre notion même de ce que c'est l'intelligence n'est pas très sophistiquée. Et nous sommes aussi arriérés dans nos notions d'intelligence que nous sommes dans nos ordinateurs. Et c'est non seulement les ordinateurs qui sont jeunes, mais c'est aussi nos notions d'intelligence même. Que faudrait-il à la machine pour en arriver au niveau de complexité du vivant? Pour le moment, je crois qu'il manque. Alors, le langage que l'ordinateur emploie, c'est le langage humain. Ça ne crée pas de langage à l'emploi. L'ordinateur peut, on pourrait créer un ordinateur, comme l'a proposé Van Neumann et puis d'autres, qui se reproduit en faisant d'autres ordinateurs. Ce n'est pas suffisant. Ce qui serait l'essentiel, ce serait pour être un être vivant, ce serait un ordinateur qui évolue. C'est l'évolution qui fait la vie. Et je ne sais pas, c'est-à-dire c'est un ordinateur qui a appris pas seulement à copier, à se copier soi-même, mais à faire des erreurs et à copier ces erreurs d'une façon avec succès. Et c'est ça que pour le moment, je crois, et même pour au moins pour quelques siècles à venir, les ordinateurs ne vont pas encore faire. L'intelligence artificielle reste une activité un peu secrète qui regroupe sur les côtes est et ouest des États-Unis de petites chapelles souvent opposées. À l'université de Stanford, le pape des Californiens s'appelle John McCarthy. Les idées avancées de ce jeune et brillant mathématicien heurtent souvent les sommités scientifiques et le département de la Défense qui finance son projet dont le budget dépasse le $1 million, soit 5 millions de nos francs actuels. La politique, l'argent et les gens en place sont nécessairement concernés par ces projets qui, dans un futur lointain encore, pourraient remettre en question notre forme de civilisation. Mis à part le Japon et ici à Stanford, il y a très peu de centres de recherche en intelligence artificielle dans le monde. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. D'abord, le prix de l'opération. Chaque projet exige son ordinateur personnel. Généralement, les budgets de recherche concernant l'intelligence artificielle sont de l'ordre d'$1 million par an. Ensuite, l'attitude du monde scientifique envers ce genre de recherche. Les mathématiciens ont tendance à la considérer avec un certain mépris parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer des théorèmes. Et intervient aussi l'âge que doivent atteindre les gens pour devenir des sommités scientifiques incontestées. How old people have to be before they achieve scientific independence. We are studying intelligence. Nous étudions l'intelligence comme une sorte de sujet abstrait, en dehors de son incarnation dans les êtres humains, pour satisfaire notre curiosité scientifique.
Mais je crois qu'à la longue, c'est vraiment possible. Et je ne peux pas dire si ce sera dans 5 ans ou dans 500 ans, parce que des problèmes fondamentaux restent à résoudre et même à formuler. Nous voudrions obtenir une machine aussi intelligente que possible. Et je pense qu'il est possible d'en obtenir une qui soit plus intelligente qu'un être humain. Et ce que nous en ferions si nous la possédions, cela dépend de renseignements que nous ne possédons pas à l'heure actuelle pour ce qui est des conséquences des différentes politiques que nous pourrions adopter. Je pense donc qu'il est prématuré même d'essayer de prendre aucune sorte de décision quant à la façon dont nous pourrions utiliser ce lapin, à condition déjà de pouvoir l'attraper. Sur la côte Est, près de Boston, il y a 2 papes de l'intelligence artificielle. Tous 2 travaillent à l'Institut de technologie du Massachusetts, le fameux MIT, mais sur des projets différents. Ce sont 2 visionnaires. Pour eux, le prochain stade de l'évolution, ce n'est pas l'homme, mais la machine. Le premier, Marvin Minsky, n'aime pas du tout la télévision. Le second, plus sociable, s'appelle Edward Fredkin. Il s'envole volontiers en compagnie. Puisque les machines deviennent de plus en plus capables, nous ne voyons aucune limite ou raison fondamentale pour laquelle il n'y aurait pas un jour des machines intelligentes. Je ne sais pas quand cela se produira, mais c'est très probable. J'ai toujours été intéressé par les avions. J'ai appris à piloter quand j'avais 18 ans. Puis je me suis engagé dans l'armée de l'air et je suis devenu pilote. Un tas de gens qui sont des scientifiques dans le domaine des ordinateurs et qui travaillent dans des domaines très techniques sont souvent des pilotes. C'est peut-être qu'ils pensent que les machines peuvent être une expérience intéressante. The idea that machines can be an interesting experience. At MIT, au MIT, je m'occupe d'un programme de recherche en électronique qui s'appelle le projet MAC. Il groupe environ 250 personnes. Nous nous efforçons de fabriquer des ordinateurs qui seront plus faciles à utiliser. Basically to try to get computers to be much easier to use by people. I've thought quite a bit about what the next step in evolution might be. J'ai bien réfléchi à ce que serait la prochaine étape dans l'évolution. Car lorsque nous travaillons avec les machines, nous constatons de plus en plus qu'elles acquièrent des capacités qui, nous le pensions jusqu'à présent, étaient réservées aux hommes ou à d'autres espèces. Or, elles deviennent plus capables. Et elles deviennent plus intelligentes. Si leurs possibilités se concrétisent, les machines amèneront un autre type d'évolution. Les machines, par contraste avec la chair et le sang. C'est une possibilité. Et si cela arrive, cela pourrait ne pas être aussi effrayant que cela paraît. Parce que les hommes et les machines peuvent être en harmonie et coexister. Et même fournir différentes sortes d'interactions précieuses. L'avion est un bon exemple. L'homme y trouve une nouvelle sorte de liberté. Il peut aller dans n'importe quelle direction et s'élever rapidement dans l'air, comme un oiseau.
L'utilisation de machines plus perfectionnées va nous permettre de résoudre des problèmes plus difficiles et de parfaire nos connaissances. Nous pourrons peut-être guérir plus de maladies et découvrir de meilleures méthodes pour protéger l'environnement grâce à l'usage de machines plus intelligentes. Mais les êtres humains sont ce qu'ils sont. Leur intelligence est l'une de leurs caractéristiques et les gens ne seront pas changés par ce que deviendront les machines. Les machines pourraient-elles être conscientes de leur existence, avoir des émotions par exemple? Je crois que les machines auront ce que nous pouvons considérer comme la conscience. Autrement dit, elles seront conscientes de la façon dont elles opèrent, mais ce sera une conscience différente de la nôtre. Et je doute qu'elles aient des émotions semblables aux émotions humaines. Cela me paraît pas très vraisemblable. Les machines continueront à faire certaines choses mieux que les hommes, et beaucoup de choses différentes. Elles trouveront leur place dans le monde de l'avenir. Alors qu'elles seront plus efficaces dans certaines activités que nous considérons comme intellectuelles, elles ne seront pas des êtres humains meilleurs que nous le serons. Tout comme nous ne sommes pas meilleurs que certaines autres créatures de ce monde. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un lapin, parce qu'un lapin sait mieux vivre comme un lapin que nous. Et quoique nous nous considérions comme plus intelligents, les lapins se débrouillent tout comme nous. Je ne pense pas qu'il y aura une concurrence, parce que les machines seront tellement plus capables que nous. Elles sont déjà supérieures en arithmétique. Cela ne nous inquiète pas qu'une machine puisse multiplier 1 million de nombres à 20 chiffres en une seconde. Et tout en accomplissant ces diverses activités intellectuelles bien mieux que nous, elles ne seront pas en concurrence avec nous. Parce que dans ces domaines, elles seront tellement supérieures. Autrement dit, essayons d'imaginer deux machines en train de converser ensemble. Eh bien, le problème, c'est que ces deux machines, au cours des quelques instants qu'il vous faudra pour leur poser votre question, auront prononcé plus de mots que tous les hommes en ont prononcé sur cette terre depuis qu'elle a été créée. Alors si vous interrompez la conversation entre ces deux machines, qui parlent à une telle vitesse, 1 trilliard de mots par seconde ou plus, et que vous leur demandez de quoi elles parlent, comment pourraient-elles vous l'expliquer? Ce serait impossible. Je crois que nous devons bien nous rendre compte que, au sens le plus large, l'être humain est actuellement au pinacle de son évolution. Eh bien, nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas être tout. Et ce qui arrivera, tandis que l'évolution se poursuit et que les créatures et les mécanismes qui sont beaucoup plus intelligents que nous, intellectuellement, évoluent, c'est que nous aurons notre niche, une petite place dans l'échelle de l'évolution, qui nous appartiendra. Et je crois que c'est à ce moment-là que l'humanité jouira de son plus grand triomphe et de sa plus grande expérience humaine. Que penses-tu des robots? Je crois que j'aimerais bien avoir un robot comme copain parce que ce serait passionnant de jouer aux échecs avec lui si je voulais gagner. Tu as déjà joué aux échecs avec une machine? Oui, une fois, j'ai joué aux échecs avec une espèce de télétype. Et qui est-ce qui a gagné? On n'a pas terminé la partie. Le problème, c'est qu'en fait, une grande partie de notre intelligence est faite de choses avec lesquelles nous sommes nés. Et ce sont des choses qui ne se trouvent pas dans l'ordinateur. Il y a des gens qui ont élevé des chimpanzés comme des enfants. Et pour finir, un chimpanzé reste toujours un chimpanzé. Et si vous essayez d'élever un ordinateur, il restera toujours un ordinateur, le même que celui que vous avez pris. Le problème est que nous ne savons pas encore comment introduire dans l'ordinateur toutes les capacités avec lesquelles nous sommes nés. En fait, on peut dire que si on prend simplement un chien, nous ne savons pas comment faire pour rendre un ordinateur aussi intelligent qu'un chien, pour les choses que le chien fait bien. Quelle est la différence entre la musique que fabrique l'ordinateur et la musique ordinaire? J'aime bien, mais le son est différent. Je ne sais pas, il manque quelque chose.
Il y a à peine quelques années, toute la musique électronique était vraiment mauvaise. Quand je dis musique électronique, je parle de la musique que les ordinateurs composaient. Aujourd'hui, ce serait plutôt un tout petit peu plus intéressant. Évidemment, on ne peut pas comparer cette musique à du Beethoven. Peut-être ne pourra-t-on jamais la comparer à du Beethoven. Mais ce qui est intéressant, c'est que la musique électronique devient meilleure. Le seul problème qui se posera pour ces machines de l'avenir, c'est lorsque les hommes eux-mêmes essaieront de les utiliser à leur propre fin. Cela semble un danger, mais je suis très optimiste en ce qui concerne l'avenir lointain. Je crois qu'il annoncera une ère nouvelle pour l'humanité. Nous apprendrons finalement ce que c'est que d'être un être humain. Qu'est-ce qui se passera si les ordinateurs deviennent de plus en plus intelligents et qu'il y a des robots? They might be, yes. I'd like it if we had computer teachers. Julie? They can't scream at you and they can't... Are they like supposed to? You could turn off the lights. You know how some switches are connected to the light? They wouldn't be. You could turn off the lights. Someday computers will be able to program other computers. Someday. Yeah, that's true. C'est vrai, un jour un ordinateur pourra programmer un autre ordinateur. And that's not so far off. Someday, once we have enough computers and they can get destructive, someday there might be a war of computers. Tu veux dire que les ordinateurs pourraient nous remplacer, se battre à notre place? Et il n'y aurait plus de blessés ou de morts? Yeah, but the computers, I don't think, are going to have a war between them by themselves. No, like a computer wouldn't have a war unless he made a mistake in programming. Someday we're probably going to make friends because they don't think the same thing. Donc c'est très important de faire attention à la façon dont on programme les ordinateurs futurs. Parce que si on fait une faute, ça pourrait être très dangereux. Alors bien sûr, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont peur des machines. Ils ont peur de machines qui un jour deviendront des robots superhumains et qui, soi-disant, vont conquérir le monde et toutes sortes d'autres histoires à la science-fiction. J'ai quelques mots à dire là-dessus. Tout d'abord, n'est-ce pas, quiconque peut sérieusement avoir peur, je veux dire vraiment crainte, n'est-ce pas, d'une pile de fils de fer et de métal, il n'est pas raisonnable. La bombe atomique, c'était une pile... Bien sûr, mais ce n'est pas de la bombe qu'on a peur. C'est des gens qui peuvent la lancer. Dans ce sens aussi, il y a peut-être danger quant aux hommes qui peuvent se servir de l'ordinateur. Maintenant, bien sûr, les hommes peuvent s'en servir mal. L'automobile a été aussi poussée pour en faire un tank. Et c'est un objet de destruction, un tank auquel on peut même ajouter des commandes téléautomatiques de telle façon qu'ils peuvent détruire sans même que les hommes soient là, pour ainsi dire. Alors, quiconque a le contrôle des informations a un énorme contrôle sur un groupe qui devient de plus en plus important. Ainsi, nous voyons avec certaines raisons une crainte de la possibilité que les banques de données... Qu'est-ce que vous appelez banque de données? Les banques de données, ça serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez. Alors, ce genre de choses signifie que vous êtes tous sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, hein, ce n'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert, n'est-ce pas? Alors, si cet homme veut, il peut de cette façon vous contrôler, vous tenir, vous serrer la vis tant qu'il veut. Mais pour ça, il faut donc empêcher que les hommes abusent de la machine. Par exemple, aux États-Unis, nous avons en ce moment un procès dans lequel il y a un groupe qui est en train d'essayer de forcer le gouvernement des États-Unis
à ne pas créer de banques de données, à moins qu'il donne des garanties que ces banques ne seront pas utilisées par qui que ce soit sans permission spéciale. Il faut donc une certaine surveillance pour empêcher l'abus. Donc la machine, c'est un problème politique, on pourrait dire. Toute chose scientifique, technique, tourne en problème politique à la fin du compte. Aussi bien ceci que l'électricité, que la puissance, tout ce que vous voudrez.